Émile Zola, je vous remercie pour votre invitation. Parler de Nyos, c'est parler de l'aventure professionnelle de ma vie. Au début, moi-même, je ne voyais pas ça comme ça, mais le public m'a collé ça. C'est-à-dire, quand les gens me voient dans la rue, ils ne rappellent que le souvenir de Nyos, alors que je peux modestement dire que j'ai fait d'autres choses dans ma carrière de journaliste. Les gens en parlent. Bon, peut-être parce que c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'émotions. Il y a quand même eu 1746 morts dans cette affaire, 1746 compatriotes qui sont décédés. Et puis, bon, ça se passe à un moment où la télévision vient à peine de naître. Donc, la puissance de l'image vient s'ajouter au drame qui s'est déroulé. Nyos, c'est le 21 août 1986. La télévision vient à peine de naître. La télévision est née à Bamenda le 20 mars 1985. Donc, le 21 août 1986, nous sommes déjà confrontés à notre premier défi, couvrir une catastrophe. C'est le ministre de la Communication qui arrive à la maison de la radio où la CTV, la Cameroon Television, ce n'était pas encore la CTV, occupait le 6e étage. Donc, il vient nous informer, c'était le ministre Georges Ngango, qui nous informe qu'il y a eu catastrophe à Nyos. Catastrophe, il y a eu beaucoup de morts. Nous étions le 22 août. La catastrophe a eu lieu la nuit du 21 au 22. Alors, à ce moment, il n'y avait pas beaucoup de journalistes à pouvoir placer Nyos sur une carte. Nyos est un petit village dans le département, la Menchoum, région du nord-ouest. Et vous apprenez qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Il faut réagir en tant que média. Et nous, on n'a pas l'expérience de la chose. On vient à peine de naître, mais il faut faire quelque chose. Mais pendant 3 jours, nous ne savons véritablement quoi faire. Au journal télévisé, nous parlons de Nyos en utilisant les images de Bamenda ramenées en décembre 1984 lors du comice agro-pastoral de Bamenda. C'est tout ce que nous avons. On montre les chutes de la Menchoum, alors que le Nyos est très loin des chutes de la Menchoum. Et puis le téléphone sonne du monde entier. Les collègues des stations de télévision du monde veulent les images. Vous savez que c'est le sang qui vend. Vous êtes dans la profession, vous savez que c'est le sang qui vend. Nous n'avons pas d'image à leur proposer. Voilà comment des journalistes, des ordres de journalistes commencent à débarquer au Cameroun. La NHK, TF1, Antenne 2, ABC. Pierre Salinger, le célèbre correspondant de ABC à Paris, débarque à Yaoundé avec un jet privé. Il gare à l'ancien aéroport de Vannes. Tout ce monde-là débarque dans nos petits locaux, le petit baraquement en bois que nous avions derrière la maison de la radio. Mbaladu n'existait pas encore. On se retrouve avec tout ce monde dans les bras. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience véritablement qu'il s'est passé quelque chose de très grave et que je crois qu'on était conscients nous-mêmes qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais la manipulation, la gestion de l'événement, on n'y était pas encore habitué. Voyant qu'on n'a pas d'image, tout ce monde-là se dirige vers Bamenda. Nous sommes au mois d'août, c'est la saison des pluies. Les routes sont impraticables. Le directeur général de la CTV, M. Florent Etogeli, décide, avec son argent, M. Nyamdi Ndifonta, décide rien moins que la location d'un avion. Petit avion est loué pour amener l'équipe à Bamenda. Nous partons, 4 personnes, mon collègue de langue anglaise Julius Wame, le caméraman Richard Lobé et le technicien de son Emmanuel Tima. On décolle de Yaoundé. On atterrit à Bamenda. On voit tous ces collègues du monde entier qui sont déjà là. Personne ne peut aller là-bas parce que le gouvernement gère les mouvements, parce qu'on ne peut aller là-bas qu'en hélicoptère. Cette catastrophe coïncide avec l'arrivée au Cameroun du Premier ministre israélien Shimon Peres dont la visite officielle était annoncée et on ne pouvait plus annuler.
il a fait sa visite et les journalistes israéliens ont voulu aller faire des images au lac avant de repartir en Israël. On leur a donné la priorité. Quand ils sont revenus, c'est à ce moment-là que le carrousel des hélicos entre l'aéroport de Bamenda, qu'on venait à peine de construire, n'était même pas encore inauguré, et le lac va commencer. Alors, pendant que nous attendons, on a une idée, on se dit, ben, on a quand même loué un avion, on doit rentabiliser notre avion. Pourquoi ne pas aller faire un tour au lac en attendant notre tour d'hélico? Voilà comment on remonte dans notre avion. Le pilote de cet avion était Martin Topé, qui est devenu aujourd'hui un ami. On décolle, en quelques minutes, on est au-dessus du lac. Il survole le lac. Vous savez, le lac, un avion n'a pas les capacités d'un hélico. Donc, il ne peut pas faire le vol stationnaire au-dessus du lac pour qu'on voit bien. Il ne fait que faire des passages. Tout ce qu'il peut faire, c'est de descendre un peu pour qu'on voit un peu. Alors, on lui dit, mais c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas capter avec notre caméra ce qu'on voit là. Je lui demande, est-ce que tu ne peux pas, par exemple, prendre de l'altitude et puis pencher l'avion de telle manière qu'à travers le hublot, le caméraman prenne même quelques secondes d'image. Martin me dit, ce que vous me demandez là, c'est tout ce qu'on déconseille dans les écoles de pilotage, mais je vais quand même le faire. Alors on s'est éloigné, il a pris de l'altitude et puis en venant faire un passage au-dessus de là, il vire vraiment l'avion une aile au sol de manière à ce que Richard Lobé vraiment concentre sa caméra dans l'hublot et c'est là qu'on va voir ces eaux boueuses. Hein, vous savez, la boue qui est montée du fond de l'eau après l'explosion et puis ce matériel végétal qui tapissait la berge, signe évident que quand l'explosion, l'eau a été projetée sur la berge et y a laissé toutes ces feuilles mortes et tous ces vieux troncs d'arbres. On réussit à voir ça. On voit également des bœufs, une concentration de bœufs morts, des bœufs au sommet d'une colline. On revient se poser à Bamenda. Et puis maintenant, quand le colonel qui commandait le mouvement d'hélicoptère va ordonner le départ, on va encore nous donner la priorité. Nous sommes quand même la télévision d'État. Ça n'a pas manqué de susciter des protestations de la part de nos collègues étrangers. Ben, on est parti. Et après 25 minutes de vol, l'officier de l'armée de l'air qui nous conduisait nous dépose au village de Soboum. C'est là que j'ai vu le premier mort de la catastrophe de Nyos. Parce que quelques jours avant quand même, pendant que nous on hésitait à partir à Yaoundé et tout ça, les morts avaient commencé déjà à être enterrés par les militaires et par des volontaires. Mais il y en avait, il y a quand même eu 1746 morts. Tout le monde n'est pas mort chez lui. Il y a des gens qui ont, sentant le gaz, constatant qu'ils ne peuvent plus respirer, ils sont en train de suffoquer à l'intérieur. Beaucoup ont tenté de sortir pour aller respirer l'air pur dehors, ne sachant pas qu'ils allaient tout droit à la mort parce que c'est de là-bas dehors que la concentration du gaz était plus grande. Donc, il y avait des morts dans les broussailles que les gens qui enterraient n'avaient pas pu encore enterrer. Et c'est là que nous allons voir, on va voir le premier mort, un homme couché dans les broussailles, mort avec une torche en main. Donc, nous allons donc, après avoir fait ça, on va revenir à Yaoundé. Pendant que nous reprenons notre petit avion pour rentrer à Yaoundé, sachant l'intérêt que suscitait le sujet, je me suis dit que je n'aurais pas le temps d'écrire le texte. J'ai écrit le texte dans l'avion pendant que l'on venait. Et quand on est venu, on est allé au banc de montage directement et ça a donné donc les premières images de cette catastrophe au monde entier. Toutes ces images, les premières images que nous avons faites ont fait l'objet de ce reportage. D'ailleurs, des images reprises par la plupart de nos collègues qui avaient été là et qui ont repris ces images pour faire également leur premier papier ce soir-là. Quand j'arrive à Soboum, quand l'hélicoptère nous dépose à Soboum, c'est la chose qui m'impressionne le plus, c'est le silence. Silence complet. Le gaz, la catastrophe a eu lieu autour de 21 h la veille. Le gaz carbonique qui est plus lourd que l'air
a suivi les vallées et est venu tuer les gens dans les villages en contrebas. Tous ceux qui étaient en hauteur n'ont eu aucun problème. Alors, le gaz est descendu. Et en descendant, le gaz a nettoyé toute vie. C'est-à-dire les papillons, les insectes, les oiseaux, les animaux sauvages, les bœufs. Les éleveurs campaient dans les pâturages naturels sur les sommets des collines. Les bœufs sont morts. Donc toute vie a été nettoyée. Il n'y a que la végétation qui est restée intacte. Ça, c'est la première chose qui m'impressionne. Vous voyez, vous êtes dans un coin de brousse, vous n'entendez pas crisser un insecte dans les herbes, vous n'entendez pas un chant d'oiseau, vous n'entendez aucun bruit. C'est ce silence-là qui m'impressionne d'abord. Et puis, nous avons été pendant 3 mois, nous y allions chaque semaine pour aller voir comment les choses se passaient sur le terrain, que sont devenus les survivants, comment est-ce que les blessés sont pris en charge dans les hôpitaux, parce qu'il faut vous dire que après immédiatement après la catastrophe, le chef de l'État s'est rendu à Bamenda pour apporter du réconfort aux malades, pour aller aux survivants et pour aller adresser ses condoléances aux familles. Et c'est de là qu'il lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle nous vienne en aide. Et donc, la communauté internationale a effectivement réagi avec des aides de toute nature. La communauté nationale a aussi réagi. Et il y a des aides de toute nature, des aides en aliments, des aides en couverture, des aides en argent. Et voilà, c'est ce qui amène le gouvernement à créer un comité national de gestion des secours. Ce sont ces secours-là pendant des mois qui vont permettre à ce qu'on prenne en charge des gens qui ne pouvaient plus vivre chez eux, puisque les villages avaient été frappés. Ils étaient logés dans des endroits qui n'étaient pas les leurs. La mission catholique de Woum, par exemple, avait le père Tenhon, ou alors la mission de Ouada à Woum, ou alors d'autres qui avaient été évacués du côté d'Nkambe. Donc pendant 3 mois, nous on allait là-bas pour avoir tout ça. Je me souviens de ce bébé que nous avons trouvé à l'hôpital de Woum. Ce bébé m'avait fait vraiment couler les larmes quand on racontait son histoire. Cet enfant est né à Soboum, au centre de santé de Soboum. Sa maman venait d'accoucher la nuit d'avant. Donc elle était encore vraiment, avant de rentrer à la maison, elle était encore à l'hôpital. Quand le gaz est passé, la maman est morte, le bébé est resté vivant. Quand les secours sont venus, les secours ont récupéré le bébé et l'ont amené à l'hôpital à Woum. Quand je suis arrivé, on m'a dit ça, j'ai pris le bébé entre mes mains et puis j'ai fait un stand-up, comme on dit dans notre métier, avec, et c'est une image qui a touché énormément de gens. Donc, j'ai eu... je ne sais pas comment le dire. J'ai vécu Nyos comme une affaire personnelle parce que c'était une affaire humaine. Vous avez des compatriotes qui sont morts. Et vous devez être là, non seulement pour rendre compte de ce qui se passe, mais de comprendre comment est-ce que, d'essayer de comprendre comment est-ce que la nature, un beau soir, a décidé de se fâcher et d'essuyer 1746 vies. Donc voilà un peu le sentiment. Et ce sentiment m'a animé pendant les 30 années dont je me suis occupé à la télévision de ce sujet. Parce qu'il faut vous dire que la période de la catastrophe passée, il fallait maintenant s'occuper de la suite avec les solutions scientifiques qui ont été préconisées pour annihiler le gaz dans le lac Nyos et le lac Mounoun qui avait commencé avant. C'était un grand show scientifique au Palais des Congrès au mois de mars 1987. C'est le chef de l'État qui convoque cette conférence parce qu'il veut savoir. Il veut savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a perdu 1746 compatriotes comme ça en une nuit? Donc, les scientifiques de toutes les spécialités, géologues, hydrologues, je vous en passe, j'en passe des meilleurs et des détails, ils arrivent à Yaoundé. La conférence commence.
les communications des scientifiques sont des communications de haut vol. Quand on les suit, et ce sera l'objet du communiqué à la fin, tous les scientifiques sont d'accord sur une chose, c'est le gaz carbonique qui a tué Agnos. Le gaz carbonique a très forte concentration. Les scientifiques le disent sur la foi de ce qu'ils avaient déjà constaté avant. C'est-à-dire 2 ans avant, le 14 août 1984, le lac Monoun, dans la région de l'Ouest, à côté de Foumbot, avait également explosé comme ça. Déjà à l'époque, c'était le gaz carbonique. À Monoun, il y a eu 37 morts. Donc, on peut dire que le lac Monoun a servi de répétition générale à la grosse catastrophe de ce qui allait se passer 2 ans avant, le 21 août 1986 à Agnos. Donc, les scientifiques sont d'accord que c'est le gaz carbonique qui a tué. Mais ce qui les divise, c'est le mode d'émanation. Et il y en a qui disent que c'était une éruption phréatique. Ce groupe a pour chef d'équipe Haroun Taziev, de regrettée mémoire, soutenu par l'Italien Giorgio Marinelli, professeur à l'université de Pise en Italie. Eux, ils disent que le magma chaud a chauffé la nappe d'eau souterraine et l'a vaporisée. Donc c'est cette vapeur d'eau qui explose en balançant le gaz carboné dans l'atmosphère. Donc pour eux, ça a été une éruption. Premièrement, on ne peut pas prévoir une éruption. Deuxièmement, on ne peut rien faire contre une éruption. L'autre groupe où on trouvait des Américains, des Japonais et surtout des Camerounais, le professeur Chua et le professeur Njine de l'université de Yaoundé, eux ils disaient que le gaz carbonique s'est accumulé au fond du lac pendant de longues années. Le gaz carbonique venant du magma de l'écorce terrestre à travers les fissures au fond du lac s'est infiltré au fond du lac. Et au fur et à mesure que le volume de gaz montait dans l'eau, l'eau a été saturée en gaz. Parce que l'écran d'eau de 208 mètres, parce que le lac Agnos a 208 mètres de profondeur, l'écran d'eau empêchait le gaz de s'évoluer dans l'atmosphère. Donc, à un moment, l'eau a été saturée en gaz. Et un phénomène interne ou externe a pu déstabiliser l'équilibre du lac et ce gaz est donc sorti dans l'atmosphère. Donc, leur thèse a laissé la porte ouverte à une solution de prévention. À savoir, si on empêche le gaz de se concentrer dans l'eau, on peut également empêcher l'explosion qui peut tuer des gens comme le 21 août 86. Donc, il fallait donc trouver des solutions pour empêcher ce gaz de se concentrer. Et c'est là que le mot dégazage a été prononcé pour la première fois. Dégazer le lac pour le purifier de son gaz, pour le purger de son gaz, de manière à ce qu'il n'explose plus. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à travailler. Il y a eu une première expérimentation au lac Agnos en 1990. Des petits tuyaux, les tuyaux de ménagère ont été utilisés, ont été enfoncés dans le lac. De l'eau a été aspirée et puis ce tuyau a commencé à balancer à la surface de l'eau qui venait du fond, de l'eau saturée en gaz. Et donc, quand cette expérimentation a été faite, on est allé faire une expérimentation grandeur nature au lac Monoun. Le lac Monoun a l'avantage d'être petit et il n'a que 100 millions, entre guillemets, il n'a que 100 millions de mètres cubes de gaz, alors que Agnos a 300 millions de mètres cubes. On s'est dit, on ne peut pas faire ça à Agnos, on ne sait pas ce qu'on va encore provoquer. Donc l'expérimentation grandeur nature avec des tuyaux de diamètre industriel cette fois a été faite à Agnos, à Monoun en 1992, donc 2 ans après l'expérimentation de Agnos, et ça a marché. Et puis maintenant, en mars 1995, les techniciens sont venus, les Camerounais épaulés par des techniciens français et des Japonais, sont venus faire la même expérience grandeur nature au lac Agnos.
et ça a marché. Le 22 mars 1995, le premier jet d'eau au-dessus de lac Nyos est monté. Un jet d'eau de plus de 50 mètres pour dire la pression interne qui existait dans le lac. Bon, maintenant que la technique a montré qu'elle marche, il fallait donc trouver des financements pour procéder au dégazage complet. Voilà comment la première colonne va être installée au lac Nyos le 28 janvier 2001. Elle va fonctionner pendant 10 ans, cette colonne. Elle va purger le lac de 100 millions de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire à peine 30% de ce que contenait le lac. Et puis, en 2011, en décembre 2010 déjà, et en mars 2011, les deux dernières colonnes, les colonnes de la dernière phase ont été installées. Et ces 3 colonnes ont purgé le gaz du lac Nyos en 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à Nyos, alors qu'avant le jet d'eau était à 50 mètres, à partir de la berge, quand vous regardez ça, vous voyez ça. Vous ne voyez presque plus rien. Parce que le dégazage, il continue, sauf qu'il n'y a plus grand-chose à pomper. Parce qu'il faut vous dire que plus vous en enlevez vers le haut, plus il en rentre vers le bas, comme c'est un phénomène volcanique. Donc le magma continue à envoyer le gaz carbonique au fond du lac, mais ce gaz ne peut plus se concentrer puisque le dégazage en enlève vers le haut. C'est la même chose qui a été faite au lac Monoun. En 2003, une première colonne a été installée et puis quelques années plus tard, on a installé 2 autres colonnes et puis Monoun a également été purgé de son gaz. Donc c'est en mars, en 2011, que l'opération s'est véritablement achevée entre guillemets, puisque l'État camerounais a réceptionné officiellement les installations de dégazage du lac Nyos. Et aujourd'hui, les techniciens font uniquement de la surveillance. Ils font de la surveillance pour voir si les équipements marchent bien, et puis pour conseiller les villageois, pour que quand ils vont dans la zone, s'ils aperçoivent tel signe, voici telle consigne qu'ils doivent appliquer. Essentiellement, aller en hauteur, parce que le gaz carbonique ne monte pas, il descend. Donc, le gros problème qui reste aujourd'hui, c'est le retour des populations vers leur village d'origine. Parce qu'il faut vous dire que, avec la catastrophe, l'État a interdit l'accès à la zone aux populations parce que, avant toute solution, on pouvait encore se retrouver avec des morts. Des villages de recasement ont été créés à Bois-Bois, à Ipalem, à Kimbi, à Essou. Donc, les gens originaires de Nyos, les gens originaires de Soboum, les gens originaires de Tcha, les gens originaires de Fang, ils sont dans ces villages de recasement dont je vous ai parlé. Et maintenant, il faut des conditions pour que les gens rentrent. Avec l'aide du programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne, une convention a été signée. Parce qu'il faut vous dire qu'après le dégazage n'était pas le seul problème là-bas à Nyos. Il y avait également le problème du barrage. Pendant la saison des pluies, le lac s'est rempli d'eau. Et puis le surplus, le trop-plein s'évacue à travers un exutoire au nord du lac. Cet exutoire se situe sur une portion de terre qu'on appelle le barrage. Ce barrage est constitué des matériaux issus des éruptions volcaniques passées au moment où Nyos était un volcan en activité. Donc du matériau friable, possible, avec la possibilité de casser un jour pour faire évacuer ce trop plein d'eau, ces millions de litres d'eau qui sont dans le lac. Vous imaginez les dégâts en aval dans la vallée. Il se dit que si pareille chose arrivait, on enregistrerait des morts dans la vallée et probablement même jusqu'au Nigeria. Donc il fallait consolider donc ce barrage. Et l'Union européenne a signé une convention le 1er octobre 2010 avec le gouvernement camerounais, une convention d'un montant de 6 milliards 200 millions pour consolider ce barrage pour qu'il n'y ait plus de risque que ça lâche et que ça tue des gens. Maintenant que le lac a été sécurisé avec le dégazage, avec 2,
la solidification du barrage. Il reste maintenant à faire d'autres choses. Il y a les routes. Il faut goudronner les routes. La route la route Woumnios qui débouche également de l'autre côté sur une cambre est très mauvaise. La convention, le programme en question va s'occuper également des problèmes d'environnement. Le programme gouvernemental avec l'appui du MNUD et de l'Union européenne d'un montant de 24 milliards. Il s'occupe donc il s'est occupé de la sécurisation du lac. Maintenant, il y a la gestion durable des ressources et protection de l'environnement. Et il y a l'amélioration du développement des infrastructures. On a commencé pour les infrastructures. La petite route qui monte de Nios village jusqu'au lac, à peine environ 3 km, a été goudronnée. Et ce qui nous permettait de monter maintenant vers le lac avec des voitures sans le moindre problème. Alors que ce n'était pas ça. On faisait cette distance à pied avant. Et puis, il faut donc goudronner la route Nios jusqu'à Woum, comme je disais tout à l'heure, pour que la zone soit accessible. Et puis maintenant, quand les gens ont été hors de leur village pendant longtemps, il y a un certain nombre de choses. Il faut leur donner des matériaux de construction, il faut les aider à reconstruire la maison, puisque toutes les maisons sont tombées à ruine. Quand vous allez là-bas, quand j'allais là-bas, j'ai été là-bas en mars 2011 pour la dernière fois, vous savez qu'il y avait un village ici, quand vous voyez les arbres fruitiers, les avocatiers, les manguiers, c'est là que vous savez que les gens étaient ici. Mais sinon, toutes les maisons sont tombées en ruine. Il faut aider les gens, les survivants, à revenir sur leur village originel en les aidant à construire. Il faut les aider à recommencer l'agriculture, donner des semences de maïs, parce qu'on mange beaucoup le maïs, beaucoup de maïs dans le coin, et puis creuser des puits, construire des écoles pour les enfants. Creuser des puits, leur donner des choses comme des moulins à maïs dans ces villages pour écraser le maïs pour la nourriture. Bref, il y a un certain nombre de choses dont l'État doit s'occuper. Et je crois que ce programme dont je parlais va s'occuper de ce programme national de sécurisation et de réhabilitation du lac Nyozokwara, comment il s'appelle. Je pense qu'il est à pied d'œuvre. Bon, étant éloigné du sujet maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais le programme avait commencé à travailler. Donc voilà à peu près qu'est-ce que je peux vous servir comme souvenir de cette catastrophe qui a endeuillé notre pays et qui, moi, pour faire une liaison avec l'actualité d'aujourd'hui, me fait vraiment mal. Parce que quand je me rendais à Nios, je savais que je vais auprès des miens, auprès des citoyens camerounais. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux à plusieurs reprises à Nios devant certaines situations. Ces gens-là ne sont pas de mon village, mais ils sont des Camerounais comme moi. Donc, c'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui m'écoeure et m'émeut. Je ne comprends pas. Le Cameroun dans lequel j'ai grandi, moi, je n'ai pas vu ça. Mais quand j'allais là-bas, je ne demandais pas d'abord à quelqu'un, tu es de quel village ou bien tu es de quelle tribu. Je savais que c'est un Camerounais. Et pendant 30 ans, je me suis rendu là-bas. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Chaque fois qu'on descendait sur le lac, j'allais avec les techniciens. On prenait les bateaux pneumatiques, on descendait sur le lac, on allait au centre du lac pour aller visiter les colonnes, si ça marchait bien, si le jet d'eau n'a pas fait bouger la colonne et tout ça. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, ben, tu n'as pas peur? Tu vas sur ce lac, c'est quand même 208 mètres de profondeur. Et tu y vas vraiment? Je lui ai dit en blaguant que les fantômes d'ici me connaissent déjà. Ils savent que je viens ici pour leur bien. Je viens faire un travail pour vulgariser ce problème afin que le problème trouve une solution. Donc, eux, ils me protègent plutôt. Donc, rien ne peut m'arriver ici. Donc, quand je vais sur le lac, je n'ai aucune peur de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, Et moi, je remercie le ciel que cette affaire qui n'avait jamais existé nulle part, c'est la première fois que le gaz carboné, on connaît une émanation de gaz carboné dans un lac. Ça n'est nulle part au monde, on a connu ça. Et ça signifie donc qu'aucune solution n'existait. Mais les Camerounais, aidés par leurs partenaires, ont réussi à trouver des solutions ici. Le dégazage, maintenant, il y a des pays qui viennent apprendre ici. Le Rwanda, qui a le lac Kivu. Les techniciens rwandais viennent au Cameroun pour venir se renseigner. D'autres viennent ailleurs, d'autres coins du monde, pour venir voir. Mais les Camerounais ont réussi à maîtriser cette affaire. Allons voir comment ils ont fait. Et moi, je crois que je suis fier de mon pays qui a pu réaliser une telle prouesse scientifique avec l'aide de ses partenaires.
Et je suis content et je dis, heureusement, quand on a contrôlé, les scientifiques ont contrôlé tous les lacs de la ligne du Cameroun qui va de l'île de Fernando Po jusqu'à aux confins de la Damawa. Tous les lacs qui sont sur cette ligne du Cameroun, ligne volcanique du Cameroun, ont été contrôlés. Il n'y a que 2 qui contiennent du gaz. Le lac Monoun et le lac Nyos, les 2 qui ont explosé en 84 et 86. Donc, maîtrisant maintenant la technique et surveillant ces lacs, juste pour entretenir les équipements qui ont été installés, je crois que désormais, nous sommes à l'abri pour ce problème-là.